Le matin de ma remise de diplôme universitaire, mon père a acheté une Mercedes à ma sœur, et il m'a dit, tout simplement, de prendre le bus. J'étais là, debout dans ma toge et mon mortier, tenant mon carton de nom à deux mains, tandis qu'il agitait un porte-clés brillant, comme s'il s'agissait d'un prix, issu d'une vie à laquelle je n'avais jamais été invité. Une de ses filles a eu droit à des sièges en cuir, un ruban sur le capot, et une séance photo dans l'allée. L'autre fille, moi, a eu droit à « tu t'en sortiras. Tu as l'habitude de te débrouiller seule ». J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, ma robe de diplômé frôlant le pavé, en ressassant cette phrase dans ma tête, essayant de ne pas laisser éclater quelque chose, qui tenait bon depuis déjà trop longtemps. Au moment où je suis descendu du bus, près de l'arène, les trottoirs étaient bondés de familles prenant des photos, de parents tenant des bouquets, et de gens acclamant des enfants, dont ils connaissaient réellement les noms. J'ai pris ma place dans la file, j'ai gardé les yeux fixés droit devant moi, et je me suis dit, que c'était quand même ma journée. Puis, ils ont appelé mon nom sur scène, en y ajoutant un titre, que ma famille ne s'attendait jamais à entendre associé à moi, les plus hautes distinctions, un prix spécial, et des applaudissements nourris. Quand j'ai fait face à la foule, j'ai enfin repéré ma famille. Le regard sur le visage de mon père m'a fait comprendre, que ce n'était plus une simple cérémonie pour lui. C'était la première fois qu'il réalisait, que la fille qu'il avait envoyée prendre le bus, avait construit quelque chose qu'il ne contrôlait pas, et qu'il n'avait jamais aidé à financer. Avant que je ne vous raconte ce qu'il a dit après, et ce que j'ai fini par lui répondre, marquez une pause une seconde. Dites-moi quelle heure il est chez vous, et d'où vous regardez cette vidéo, car je veux voir jusqu'où cette histoire de trajet en bus est sur le point de voyager. Mon nom est Malriet. Au moment où cette Mercedes est apparue dans l'allée, l'histoire de ma place au sein de ma famille s'écrivait déjà depuis des années, à travers une centaine de petits moments, que personne n'avait pris la peine d'additionner, sauf moi. J'ai grandi dans une maison de classe moyenne, à Colorado Springs, où rien ne semblait clocher de l'extérieur. Nous avions une pelouse soignée, des décorations de Noël, et des tenues assorties pour les photos de famille, quand j'étais petite. Mais il y avait une règle tacite, gravée dans chaque jour de mon enfance, un enfant était fragile et avait besoin d'une attention constante, et l'autre enfant, c'est-à-dire moi, devait se débrouiller. Quand j'avais 7 ans, j'ai appris que si je tombais et que je m'écorchais le genou, je devais aller chercher mon propre pansement dans l'armoire de la salle de bain, car il y avait déjà quelqu'un d'autre, qui pleurait plus fort dans le salon. Quand je rapportais un A à un test d'orthographe, il restait sur le frigo une seule nuit. Quand ma petite sœur rapportait un trophée, il avait droit à une étagère encadrée, et à un dîner au restaurant. Personne ne s'est jamais assis avec moi pour me dire « tu comptes moins ». Ils n'avaient pas besoin de le faire. C'était ancré dans ce qu'ils célébraient, et ce qu'ils ignoraient. Chaque anniversaire rendait ce schéma plus difficile à ignorer. Ma sœur recevait des vélos neufs, des kits d'art, et des cours le week-end. Moi, je recevais des choses pratiques, des chaussures pour l'école, une veste banale parce qu'elle était en solde, une si bonne affaire, ou une carte cadeau accompagnée d'un sourire crispé. Si j'avais l'air déçu, la réponse était toujours la même, tu es indépendante. Tu n'as pas besoin de tant de choses. Il disait cela comme un compliment, cela résonnait comme un avertissement. Ne demande rien de plus. Plus nous grandissions, plus la division devenait claire. Ma sœur était la lumineuse, l'émotive, l'avenir de la famille, présentée lors des réunions avec une petite touche de faste dans le ton. Moi, j'étais la stable, la responsable, celle qui gère très bien les choses toute seule. Ces mots sonnent bien, jusqu'à ce que vous réalisiez, qu'ils servent à justifier pourquoi personne ne vient jamais prendre de vos nouvelles. Au collège, les après-midi étaient séparés. Mon père conduisait ma sœur à ses activités équitation, danse, pom-pom girls en répétant à qui voulait l'entendre à quel point il était fier d'elle. Moi, je prenais le bus public pour rentrer, j'ouvrais la porte d'une maison silencieuse, je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine, et je préparais le goûter que je pouvais trouver. Ce n'était pas de la négligence spectaculaire. C'était de petites décisions silencieuses, empilées jour après jour, qui me disaient exactement quelle était ma place. J'ai trouvé mon premier vrai témoin de tout cela en une fille de ma classe, nommée Sophie. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque publique, fuyant nos maisons bruyantes de différentes manières. Elle remarquait des choses, comme le fait que mes parents ne venaient jamais aux événements scolaires, sauf si ma sœur se produisait, ou le fait que je devais toujours vérifier mon portefeuille, avant d'accepter d'aller manger quelque chose. Un jour, alors que ma famille était une fois de plus partie d'une soirée de remise de prix avant que mon nom ne soit appelé, elle m'a dit doucement, « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ?» J'ai haussé les épaules, car à l'époque, c'était tout ce que j'avais jamais connu. Le lycée n'a rien arrangé, cela n'a fait qu'ajouter des chiffres plus élevés au déséquilibre. La chambre de ma sœur est devenue une salle d'exposition tournante, de vêtements neufs et de maquillage. Il y avait des sacs de shopping sur son lit un week-end sur 2, et des colis arrivaient à la porte à son nom. Quand j'ai demandé de l'aide pour les frais d'inscription à l'université, la réponse a été une longue et prudente conversation,
sur la gestion budgétaire et le sens des réalités. Mon père adorait parler du potentiel de ma sœur, de ses projets, et de son avenir. Quand le sujet se tournait vers moi, il passait à la logistique. Tu es solide, disait-il. Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main. J'ai appris à hocher la tête, à ravaler ma frustration, et à retourner au calcul du nombre d'heures de travail qu'il me faudrait pour couvrir ce que personne d'autre n'allait payer. Il n'y a pas eu de grande dispute hurlante, pas de trahison flagrante, juste un schéma, un enfant était un investissement, l'autre était un plan de secours, censé fonctionner silencieusement en arrière-plan. Au moment où les admissions à l'université ont commencé à tomber, le scénario était déjà écrit. Les bonnes nouvelles de ma sœur sont arrivées avec des ballons, des réservations au restaurant, et un nouvel ordinateur portable, parce qu'elle aura besoin de quelque chose de puissant. Mes bonnes nouvelles sont arrivées avec une pile de brochures sur les prêts étudiants, et une conversation sur la façon dont je pourrais travailler à temps partiel, pour me forger le caractère. Je ne le réalisais pas alors, mais il ne façonnait pas seulement mon emploi du temps. Il m'entraînait à accepter des miettes, et à appeler cela un repas. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ce qui arrive, quand l'enfant indépendant utilise cet entraînement, pour se construire une vie entière sans eux. L'université, pour moi, n'a pas commencé par des photos d'emménagement et des adieux larmoyants sur le parking du dortoir. Cela a commencé par un horaire de bus imprimé, une valise d'occasion, et un email de bourse qui couvrait les frais de scolarité, mais laissait tout le reste suspendu au-dessus de ma tête, comme une facture que personne ne voulait assumer. Je suis arrivé sur le campus avec juste assez d'argent pour quelques semaines de courses, le set de literie le moins cher possible, et la conviction têtue, que je n'allais pas abandonner parce que ma famille avait décidé, que mes rêves étaient un bonus sympathique, plutôt qu'une priorité. Les cours ont commencé fort et vite. Les professeurs ne savaient pas, et ne se souciaient pas, de savoir qui mes parents préféraient à la maison. Tout ce qu'ils voyaient, c'était mon nom sur leur liste, mon écriture sur les tests, et mes connexions sur le portail de devoirs. D'une certaine manière, c'était ma première chance. Personne ne me comparait à ma sœur ici. Mais l'envers du décor était brutal, si je ne suivais pas le rythme, il n'y avait aucun filet de sécurité. Je ne pouvais pas me permettre d'échouer à un cours et de le repasser. Je ne pouvais pas prendre un semestre plus léger parce que j'étais fatigué. Chaque crédit avait un prix. Dès la première semaine, j'ai réalisé qu'il me fallait un travail, puis un autre. Le bureau de poste du campus m'a embauché quelques heures par jour, pour trier des colis dans un espace sans fenêtre, où il faisait toujours un peu trop froid. La paie était faible, mais prévisible. J'apprenais les noms sur les boîtes, je regardais les autres étudiants récupérer des colis de réconfort, des vêtements neufs et des caisses de snacks envoyées par leurs parents, et je me rappelais que l'envie était un luxe, que je ne pouvais pas me permettre. La nuit, quand la plupart des dortoirs s'installaient pour des groupes d'études ou Netflix, j'enfilais des gants en caoutchouc et je nettoyais les couloirs, ainsi que les toilettes des bureaux d'un bâtiment voisin. Ce n'était pas glamour. C'était des néons, du nettoyant industriel, et le son étouffé de mes propres pensées me répétant « Encore un chèque, encore un mois de payer ». Quand cela ne suffisait toujours pas pour le loyer, les livres et la nourriture, je me suis inscrite au service de livraison du campus. J'ai acheté un vélo déglingué dans une boutique de revente, j'ai appris les itinéraires les plus rapides de la ville, et j'ai commencé à échanger mes soirées, contre des numéros de commande sur un écran. C'est ainsi que j'ai rencontré l'homme, qui allait accidentellement changer la trajectoire de ma vie. Le premier soir où j'ai livré à son bureau, j'avais dépassé le stade de l'épuisement depuis une demi-heure, ce moment précis, où votre corps continue de bouger par simple habitude. J'ai gravi les marches d'un petit étage modeste, dans un bâtiment que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le couloir était presque vide, avec une seule porte d'où s'échappait de la lumière. J'ai frappé, passé le sac en papier dans mon autre main, et j'ai essayé de garder une voix stable en disant « livraison ». La porte s'est ouverte sur un homme d'une trentaine d'années, avec des yeux fatigués et une chemise qui semblait avoir été repassée, avant qu'une longue journée n'efface l'effort. Derrière lui, la pièce était couverte de tableaux blancs, de notes griffonnées, de flèches, et de diagrammes à moitié finis qui n'avaient aucun sens pour moi. Il a eu l'air surpris de me voir, comme s'il avait oublié qu'il avait commandé à manger. « Vous travaillez si tard ?» a-t-il demandé, en signant le reçu. J'ai presque ri. Ça, c'est le début de ma garde, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. J'ai encore mes devoirs à faire après. Il s'est arrêté, le stylo en suspens. Vous êtes étudiante ? J'ai hoché la tête. Combien d'emplois avez-vous ? A-t-il demandé. Ce n'était pas de l'indiscrétion, c'était de l'observation. La façon dont quelqu'un demande combien d'assiettes vous faites tourner, parce qu'il en a lui-même déjà laissé tomber quelques-unes par le passé. 3, techniquement, ai-je répondu. Le courrier, le ménage, et ça. Et les cours à plein temps, a-t-il ajouté. Je n'ai pas vraiment le choix, ai-je répondu, passant le poids de mon corps d'un pied sur l'autre, voulant qu'il signe pour que je puisse partir.
C'est bon. Je gère. Quelque chose dans son expression a changé à ce moment-là. Pas de la pitié, ni de l'admiration exactement, mais de la reconnaissance. Comme s'il voyait le poids invisible que je portais, et qu'il mesurait mentalement sa lourdeur réelle. Il m'a rendu le reçu avec un pourboire qui m'a fait hausser les sourcils. « Quelle est votre spécialité ?» a-t-il demandé. « La communication », ai-je dit. « Pour l'instant. » « Pour l'instant », a-t-il répété doucement, comme une note pour lui-même. « Faites attention en rentrant, d'accord ?» Je lui ai adressé un petit signe de tête et je suis parti, classant cela comme une simple interaction un peu personnelle, au cours d'une longue garde. Mais cette brève conversation m'est restée en tête, bien après que mes pieds aient cessé de me lancer cette nuit-là. C'était la première fois, depuis longtemps, que quelqu'un me demandait ce que j'étais en train de bâtir, et pas seulement comment je comptais survivre. Je ne le savais pas encore, mais je venais de rencontrer Miles Carter, quelqu'un dont le nom finirait par figurer au bas de mon contrat, celui qui a tout changé. À ce moment-là, pourtant, je croyais encore que ma vie ne serait rien de plus qu'un cycle de réveils précoces, de repas bon marché, et de marches épuisantes sous les réverbères pour rentrer chez moi. Personne de ma famille n'appelait pour demander comment j'allais. Pas de colis de réconfort, pas de visite surprise. Je regardais les photos de leur vie apparaître en ligne, des dîners raffinés, des week-ends en voyage, ma sœur posant avec de nouvelles tenues, et cette aisance décontractée de quelqu'un qui sait qu'il y a toujours un plan de secours. J'ai continué à faire défiler. J'ai continué à travailler. Je me suis répété, encore et encore, ils l'ont choisi, elle. C'est bien. Moi, je me choisirai. Je ne réalisais pas à quel point cette promesse allait devenir réelle. La deuxième fois que j'ai vu Miles, il n'était plus l'homme mystérieux derrière une porte de bureau. Il était assis à une table du centre étudiant, sa tasse de café à moitié vide, avec une pile de maquettes de design étalées devant lui, comme un puzzle qu'il essayait de résoudre. Je venais de finir un cours, et je classais mentalement mes dates limites de devoirs, quand je l'ai remarqué. C'est lui qui m'a vu le premier. La livreuse aux 3 emplois, a-t-il dit, tapotant le bord de sa tasse. J'espérais bien vous recroiser. J'ai hésité. Je n'avais pas l'énergie pour faire la causette, et mon sac à dos me sciait l'épaule, me rappelant les dissertations que je devais encore écrire. Mais il y avait quelque chose dans son ton curieux, mais pas envahissant et qui m'a fait m'arrêter. Je ne suis pas en service, ai-je dit. Pas de nourriture aujourd'hui. Il a souri légèrement. Tant mieux. Asseyez-vous une minute. Je vous promets que je ne vais pas essayer de vous vendre quoi que ce soit. Contre toute attente, je me suis assise. Il m'a demandé mon nom, et cette fois, cela ressemblait à une question sincère, pas à une simple formalité. Puis il m'a posé le genre de questions, dont personne d'autre ne se souciait, ce que je voulais faire après l'obtention de mon diplôme, quel cours m'intéressait vraiment, et quelle partie de ma vie actuelle me semblait la plus insupportable. J'ai gardé des réponses légères au début, mais il avait une façon d'écouter, qui rendait les faux-semblants inutiles. Alors, j'ai dit la vérité. Je lui ai dit que je n'avais pas de plan précis, seulement une longue liste de choses, auxquelles je ne voulais plus jamais revenir. Je lui ai dit que j'aimais l'idée de construire des histoires, d'aider les gens à comprendre un message, mais que je ne savais pas où cela s'inscrivait dans le monde réel. Je lui ai dit que j'étais fatigué, d'une fatigue que le sommeil ne guérissait plus. Il n'a pas scié. Il a simplement hoché la tête, comme s'il intégrait ses pièces dans un cadre plus large. Je dirige une agence de branding et de stratégie, a-t-il dit. Carter & West. Nous travaillons avec des petites entreprises, des associations, des gens qui essaient de comprendre comment dire qui ils sont, d'une manière que le monde entendra vraiment. J'ai haussé un sourcil. Et vous parlez à une étudiante fauchée, qui a à peine le temps de manger. C'est une cible démographique intéressante. Il a ri. Je parle à quelqu'un qui occupe 3 emplois, qui vient quand même en cours, et qui peut répondre à des questions directes sans enjoliver la réalité. C'est bien plus utile dans mon monde que vous ne le pensez. Puis, il a prononcé la phrase qui a propulsé ma vie sur une autre voie, vous devriez postuler à notre programme de stage. J'ai failli dire non par réflexe. Les stages, d'après mon expérience, étaient des opportunités non rémunérées, que seules les personnes ayant un filet de sécurité financier pouvaient se permettre. Je ne peux pas travailler gratuitement, lui ai-je dit brutalement. Je n'ai pas de parents qui vont payer mon loyer, pendant que j'apprends à créer des planches de tendance. C'est payé, a-t-il répondu immédiatement. Pas de façon somptueuse, mais honnêtement. Et on ne fait pas de corvée de café. Si vous êtes là, vous faites partie du travail. La certitude dans sa voix rendait l'offre difficile à écarter. Pourtant, j'ai senti cette résistance familière monter en moi. Celle construite au fil des années, où l'on m'a répété que j'étais l'indépendante, celle qui n'avait pas besoin d'aide. Pourquoi moi, ai-je demandé.
Il ne s'est pas lancé dans un grand discours. Il a juste haussé légèrement les épaules. Parce que vous savez déjà ce que c'est que de porter du poids. Parce qu'il est clair que vous n'avez pas peur de l'effort. Les compétences s'apprennent. Le caractère, non. Cette phrase m'est restée en tête, bien après qu'il m'ait glissé sa carte de visite sur la table. Je l'ai prise, je l'ai glissée dans un carnet, et j'ai passé la semaine suivante à me convaincre de ne pas donner suite. Chaque fois que j'ouvrais le portail de candidature, j'entendais la voix de mon père dans mon esprit, ne disant pas « je suis fier de toi », mais disant « n'attends pas trop. Tu es seul ». Finalement, un mardi soir, après une garde de ménage particulièrement brutale, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert un document vierge, et j'ai écrit la vérité. J'ai écrit sur le fait de cumuler plusieurs emplois, sur l'apprentissage de la communication rapide avec des gens fatigués, et sur l'attention portée aux détails que personne ne m'avait appris à voir. Je n'ai pas cherché à enjoliver. Je n'ai pas prétendu que ma vie était glamour. J'ai simplement dit ce que le fait de porter mon propre poids avait fait de moi. 2 semaines plus tard, j'ai consulté mes emails entre 2 cours, et j'ai vu l'objet qui a fait bondir mon cœur, offre de stage Carter & West. J'ai lu le message une fois, puis 2, puis une 3e, juste pour m'assurer que je n'hallucinais pas à cause du manque de sommeil. Payé, à temps partiel, flexible selon mes horaires de cours ou une chance d'apprendre de vraies compétences auprès de gens qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient. J'ai accepté avant que mon cerveau n'ait le temps de m'en dissuader. Le premier jour chez Carter & West, je suis entré dans un espace qui ne ressemblait en rien au monde de ma famille, et en tout au genre d'avenir, que je ne m'étais jamais permis d'imaginer. Il y avait des murs en verre, des tableaux blancs collaboratifs, et tout un mur d'affiches de campagne passées, qui racontaient des histoires avec juste quelques mots et images. Miles m'a présenté à son associée, Dana West. Une femme dont le regard acéré ne laissait rien passer, et dont la poignée de main communiquait « je n'ai pas de temps pour les excuses » sans qu'elle ait besoin de prononcer un mot. Dana ne m'a pas traité comme une débutante fragile. Elle m'a donné un dossier client à lire, et m'a demandé des observations sous forme de puces pour la fin de la journée. Pas de tutorat, pas de petits pas. C'était terrifiant. C'était la première fois que le fait d'être indépendante portait enfin ses fruits. J'ai commencé à apprendre vite, comment lire entre les lignes de ce que les clients disaient et de ce dont ils avaient réellement besoin, comment structurer un message pour que les gens s'y intéressent, et comment accepter des critiques cinglantes pour les transformer en un meilleur projet. Plutôt qu'en une preuve que je devrais démissionner. La nuit, je faisais encore quelques livraisons, mais beaucoup moins, et je ne nettoyais plus de toilettes. Mon temps avait pris de la valeur, et pour la première fois, quelqu'un d'autre que moi avait décidé que c'était vrai. Pendant que ce nouveau monde s'ouvrait, l'ancien restait obstinément le même. Ma famille n'appelait pas pour prendre des nouvelles. S'ils pensaient à ma vie, c'était en termes vagues, elle est à l'école quelque part, non. Elle va bien. C'est toujours le cas. Mais à des kilomètres de là, dans un bureau avec mon nom sur un badge d'identité et mes brouillons de titres sur l'écran d'une salle de conférence, j'étais en train de devenir, discrètement, quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas du tout. Carter & West est devenu l'endroit où je suis devenu une version de moi-même, que ma famille n'avait jamais rencontrée, et n'aurait probablement jamais imaginé. Le jour, je faisais partie d'une équipe qui sollicitait mon opinion, et l'utilisait vraiment. La nuit, j'étais encore une étudiante luttant contre les délais. Mais maintenant, il y avait un autre type de pression, latente, au lieu du doute. Dana a commencé à m'inclure dans les réunions de stratégie, en demandant « Mallory, qu'est-ce que tu vois ici ?» La première fois qu'elle l'a fait devant un client, j'ai cru qu'elle s'était trompée, mais elle m'observait avec ce regard assuré qui disait « Je ne te poserai pas la question si je ne pensais pas que tu pouvais répondre. » Alors, je l'ai fait. J'ai parlé du ton, de ce que le public pourrait ressentir, et du décalage entre le langage poli de la marque et la réalité complexe, que les gens vivent vraiment. Le client a hoché la tête lentement. Miles a capté mon regard après la réunion, et a articulé en silence, « Bien joué ». Je suis rentré chez moi ce soir-là avec quelque chose de léger et d'inconnu dans la poitrine, le sentiment d'être estimé. Pendant ce temps, mon téléphone restait majoritairement silencieux. Les nouvelles de ma famille me parvenaient filtrées par les réseaux sociaux, ma sœur posant avec des amis, de nouvelles tenues, de nouveaux décors, mes parents au restaurant, en week-end, à des événements auxquels je n'avais jamais été invité, même quand je vivais sous leur toit. Je le remarquais, mais cela ne me blessait plus comme avant. Il se passait trop de choses dans ma propre vie pour rester bloqué, dans ce qu'il refusait de voir. Ce changement a été mis à l'épreuve le jour où un email inattendu est apparu dans ma boîte de réception, venant de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, ma tante Meredith. Elle avait toujours été l'observatrice discrète lors des fêtes de famille, celle qui remarquait quand je m'éclipsais pour faire la vaisselle, pendant que tout le monde s'agglutinait autour de ma sœur. Dans son message, elle disait qu'elle passerait par ma ville, et qu'elle aimerait prendre un café si tu as le temps. Sa formulation était claire, c'était une demande, pas une obligation.
J'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près du campus. Elle paraissait un peu plus âgée, un peu plus fatiguée autour des yeux, mais son expression était exactement telle que je m'en souvenais, gentille, directe, pas facile à duper. Elle m'a interrogé sur mes études, mon stage, et mes jobs. Quand elle écoutait, elle n'interrompait pas, et ne se pressait pas pour donner des conseils. Elle me laissait simplement parler, ce qui m'a donné envie d'être plus honnête. Après un moment, ses questions ont dévié. « As-tu souvent des nouvelles de tes parents ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai haussé les épaules. « De temps en temps », ai-je dit. « Surtout quand ils ont besoin de quelque chose. » Elle a eu un petit sourire triste. « Cela correspond à ce que j'ai vu », a-t-elle dit. Puis, elle m'a dit quelque chose qui ne m'a pas tant choqué, qu'elle n'a fait que confirmer un soupçon, que j'essayais de ne pas regarder en face. Elle avait rendu visite à mes parents récemment. Pendant la visite, elle a raconté que mon père avait passé 20 minutes à se vanter des projets de ma sœur, une potentielle boutique, peut-être une marque, peut-être un truc d'influenceuse, ces mots dégoulinant d'une ambition par procuration. Quand le sujet a dévié sur moi, son ton a changé. Mallory, avait-il dit, oh, elle est à l'école, elle fait son petit truc. Elle s'occupe. Elle a toujours été indépendante. On ne se fait pas de soucis pour elle. Ma tante a observé mon visage attentivement pendant qu'elle répétait ces phrases. J'ai pensé que tu méritais de savoir comment il parle de toi, quand tu n'es pas là, a-t-elle ajouté. Je suis resté silencieuse un instant, remuant mon café alors que je l'avais fini depuis 10 minutes. Curieusement, cela n'a pas fait mal comme cela aurait pu le faire quelques années auparavant. C'est simplement venu s'ajouter à ma liste de faits établis, il parle de moi comme d'un bruit de fond, pas comme quelqu'un qui a une vie, un esprit, ou une histoire propre. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. C'est plus clair que de faire semblant, je suppose. Elle a hoché la tête. Tu es en train de bâtir quelque chose de réel, Mallory, a-t-elle dit doucement. Avec ou sans eux. Ne laisse pas leur aveuglement te faire douter de ce que tu es capable de voir. Une semaine plus tard, mon téléphone s'est éclairé, c'était un appel de mon père. Cela faisait très longtemps que son nom n'était pas apparu sur mon écran, pour autre chose qu'un message collectif ou une information logistique. J'ai failli laisser sonner. La curiosité l'a emporté. Allô, ai-je répondu. Il n'a pas commencé par dire bonjour, il le faisait rarement. Il a attaqué avec « Alors, on me dit que tu as déniché une sorte de stage chic. » J'entendais des bruits de fond à la télé, de la vaisselle qui s'entrechoque, et le rire lointain de ma sœur. Ça se passe bien, ai-je dit prudemment. J'apprends beaucoup. Bien, bien, a-t-il répondu de ce ton distrait qui signifiait qu'il n'écoutait pas vraiment les mots. Écoute, ta sœur envisage d'ouvrir une boutique présence en ligne, image de marque, enfin tous ces trucs. Et comme tu traînes déjà avec ces histoires d'ordinateur, j'ai pensé que ce serait bien que tu l'aides à démarrer. Traîner avec ces histoires d'ordinateur. La façon dont il a rabaissé mon travail en quelque chose de banal était presque impressionnante. Qu'est-ce que tu me demandes exactement, ai-je demandé, en gardant une voix neutre. De tout mettre en place, a-t-il dit comme si c'était une évidence. Les logos, le site web, les réseaux sociaux. Enfin, tous les coulisses, tu vois. Ce serait bien pour la famille, et franchement, après tout ce qu'on a fait pour toi, ce n'est pas trop demandé. Tout ce qu'on a fait pour toi. L'expression m'a crispé la mâchoire. Il a énuméré quelques exemples vagues, payer la caution de mon dortoir au premier semestre, m'acheter un ordinateur d'occasion au lycée, me laisser vivre à la maison gratuitement quand j'étais adolescente. Il n'a pas mentionné les nuits où j'ai fait des doubles gardes pour payer ce qu'il ne voulait pas. Il n'a pas mentionné les bourses que j'avais gagnées seul. Il n'a pas mentionné la façon dont ils avaient déversé des ressources sur ma sœur sans hésiter. J'ai senti le scénario familier me remonter le long de la colonne vertébrale, dis oui. Minimise tes besoins. Sois reconnaissante pour les miettes. Reste indépendante. Cette fois, je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas la capacité de prendre des projets non rémunérés en ce moment, ai-je dit calmement. Je jongle entre les cours, le travail à l'agence, et ce qui reste de ma propre vie. Il y a eu un blanc. C'est ta sœur, a-t-il dit sèchement. La famille s'entraide. La famille se manifeste avant d'avoir besoin de quelque chose, ai-je répliqué avant de pouvoir m'arrêter. Je ne suis pas une extension gratuite de vos projets. Le silence a grésillé sur la ligne. Finalement, il a dit, tu as changé, de ce ton accusateur que certaines personnes utilisent quand elles veulent dire en réalité, tu as arrêté de nous laisser t'utiliser. J'ai grandi, ai-je répondu. C'est le but d'envoyer quelqu'un à l'université, non? Il a marmonné quelque chose sur mon ingratitude, puis a raccroché sans dire au revoir. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, puis je l'ai posé face contre table sur mon bureau,
et je me suis remise à réviser une proposition client. Pour la première fois de ma vie, me choisir plutôt que ma famille n'a pas ressemblé à une trahison. C'était l'étape numéro 1. Au moment où ma dernière année d'université est arrivée, ma vie s'était scindée en deux voies bien distinctes. D'un côté, des matins tôt en cours, des nuits tardives à finaliser des ébauches de campagne, et des week-ends passés à peaufiner mon portfolio chez Carter & West. De l'autre côté, une famille lointaine, presque théorique, avec qui je partageais un nom, mais presque rien d'autre. L'appel de mon père concernant la boutique est devenu un simple bruit de fond à un point de données de plus, dans une longue liste de preuves qu'il me voyait comme un outil, pas comme une personne. J'ai concentré toute mon énergie sur la voix qui réagissait réellement quand je me manifestais. Dana a commencé à me confier plus de responsabilités. Miles m'a guidé sur le côté commercial de l'agence, les contrats, les attentes des clients, et les mathématiques discrètes derrière une croissance durable. J'ai posé des questions, beaucoup. Personne ne m'a dit que j'étais trop haut parce que je voulais comprendre les choses. À l'approche de la remise des diplômes, mon conseiller m'a prise à part après les cours. Tu devrais vérifier tes emails, a-t-il dit avec un petit sourire. Le bureau du doyen essaie de te joindre. Mon estomac s'est noué une seconde. Puis, j'ai ouvert ma boîte de réception et vu l'objet du message, récipiendaire du prix d'excellence du doyen. J'ai lu le message attentivement, les plus hautes distinctions, la reconnaissance du département, et un prix spécial pour les performances académiques et la contribution à la communauté. C'était surréaliste, comme si l'email avait été envoyé à la mauvaise personne. Je suis sorti du bâtiment, dans un état second, et j'ai appelé les seules personnes, dont l'avis sur mon travail comptait vraiment désormais, Miles et Dana. Ils ont fini par remarquer, a dit Dana, d'un ton sec, quand je le lui ai annoncé. On s'assurera que tu puisses partir tôt ce jour-là, a ajouté Miles. Savoure ça. C'est à toi. Le mot à toi m'est resté. Pas à nous, pas à eux. À moi. Je n'ai pas parlé du prix à mes parents. Je leur ai donné la date et l'heure de la cérémonie, rien de plus. L'expérience m'avait appris que leur donner des informations à l'avance ne faisait que leur donner plus d'occasion de tout transformer, pour en faire une histoire de ma sœur. Je voulais que ce moment sur scène m'appartienne, et qu'il ne soit pas une performance, qu'il pourrait répéter. Ce qui nous ramène à la Mercedes, au bus, et au visage de mon père, quand mon nom a résonné dans l'arène, accompagné d'un titre qu'il n'avait ni approuvé, ni financé, ni même connu. Après la cérémonie, l'école a dirigé les familles et les diplômés vers un méli-mélo de stations photos et de couloirs bondés. J'ai pris quelques photos avec des camarades, souri avec le doyen, et serré la main de professeur, qui m'avait vu me traîner jusqu'à la ligne d'arrivée. Mon téléphone a vibré, un court SMS. Retrouve-nous dehors, près de la fontaine, papa. Le ton ne correspondait pas à ce qui venait de se passer à l'intérieur, mais ce n'était pas nouveau. Je suis sorti dans l'après-midi ensoleillé, serrant mon diplôme et mon dossier de prix, ma toge encore lourde sur mes épaules. Ils attendaient près de la fontaine, mon père les bras croisés, ma mère avec un sourire rigide, et ma sœur tapotant sur son téléphone dans une robe, qui coûtait probablement plus cher que toute ma tenue. La Mercedes, bien sûr, était garée à un endroit où elle n'avait pas le droit d'être. Je me suis préparé. La voilà, a dit mon père, comme si j'étais en retard à notre propre réunion. Notre diplômé. Le mot notre m'a tordu le cœur. Il m'a attiré pour une accolade, qui ressemblait plus à une pose pour une photo qu'à de l'affection. J'ai subi le geste, puis j'ai reculé. Tu ne nous as pas parlé de ce prix, a dit ma mère, ses yeux lorgnant le dossier gaufré dans ma main. On a dû l'entendre de la bouche de l'annonceur, comme tout le monde. Je n'étais pas sûr que vous seriez intéressé, ai-je répondu. Ma sœur a ricané légèrement. Bien sûr qu'on est intéressé, a-t-elle dit. Ça donne une bonne image de la famille. Elle était là, pas de la fierté pour moi, mais de la fierté pour l'éclat réfléchi sur eux. Mon père s'est raclé la gorge, déplaçant le poids de son corps comme s'il passait à la partie de la conversation, qui comptait vraiment pour lui. Écoute, a-t-il dit, en baissant la voix comme si nous discutions d'informations classées secrètes, au lieu de mon avenir. On en a discuté, et on pense que le mieux serait que tu reviennes à la maison pour un temps. Tu ferais des économies. Tu donnerais un coup de main. Le projet de boutique de ta sœur prend vraiment forme. Et avec ton petit truc de marketing, tu pourrais lancer ça rapidement. Mon petit truc de marketing Carter & West réduit à un passe-temps. Mon diplôme, réduit à un outil au service de quelqu'un d'autre. Je les ai observés tous les trois, attentivement. J'ai déjà une offre d'emploi, ai-je dit. À plein temps, dans l'agence où je faisais mon stage. Ils me gardent après mon diplôme. Je vais rester ici. La mâchoire de mon père s'est contractée. Tu ne vas quand même pas choisir un petit job de bureau plutôt que d'aider ta propre famille, a-t-il dit. C'est ta chance de rendre un peu,
après tout ce qu'on a investi en toi. Investi. Le mot a pesé lourd. J'ai pensé aux nuits où j'avais nettoyé des bureaux, aux livraisons sous la pluie, aux repas sautés, aux manuels payés avec des gardes supplémentaires. J'ai pensé au trajet en bus de ce matin, au siège vide à l'arrière de la Mercedes, et à la façon dont il avait dit « Tu as l'habitude du bus ». Qu'est-ce que vous pensez avoir investi exactement, ai-je demandé doucement. Ma mère a cligné des yeux, surprise. On t'a élevé, a-t-elle dit rapidement. On t'a donné un toit. On a payé des choses quand on pouvait. Vous avez choisi où mettre vos efforts, ai-je interrompu, ma voix toujours calme. Vous avez choisi quel enfant recevait du soutien, et lequel s'entendait dire « Tu te débrouilleras ». Je me suis débrouillé. Sans vous. Le visage de mon père est devenu rouge. Surveille tonton, a-t-il lancé. Nous sommes toujours tes parents. Et je suis toujours votre fille, ai-je répondu. Mais cela ne veut pas dire que je vous dois ma carrière. Je ne reviens pas. Je ne vais pas construire un business pour ma sœur, pendant que vous traitez mon travail de petit truc et que vous agissez comme si ma vie était un projet secondaire. Un éclair de colère a traversé son visage, mêlé à quelque chose qui ressemblait fort à de la peur. La peur que le contrôle qu'il avait toujours supposé avoir, soit en train de lui échapper. Tu es ingrate, a-t-il dit. Égoïste. La famille se soutient. La famille se manifeste avant les séances photos, ai-je dit. La famille a de la place dans la voiture, le jour de la remise des diplômes. La famille demande comment on a survécu pendant 4 ans, avant de demander ce qu'on peut faire pour elle. Les mots sont restés suspendus entre nous. Ma sœur a bougé, mal à l'aise. Ma mère avait l'air de vouloir tout aplanir, de prétendre que nous avions juste un petit malentendu, qui pourrait être réglé avec quelques phrases bien choisies. Mais j'en avais fini avec les faux semblants. Si vous voulez une équipe d'images de marque pour la boutique, ai-je dit, engagez-en une. Payez-les. Traitez-les avec respect, quand ils disent non à des choses qui ne correspondent pas à leur travail. C'est ce que font les clients. J'ai pris une inspiration. Je ne suis pas votre service interne gratuit. Mon père m'a regardé comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Je ne sais pas qui t'a mis ces idées dans la tête, a-t-il dit. Personne n'a eu besoin de le faire, ai-je coupé. Tout ce que j'ai fait, c'est tenir les comptes. Pour la première fois, j'ai vu que cela l'atteignait. La réalisation que la fille discrète et autonome, qu'ils avaient toujours supposé pouvoir plier, avait appris à ne pas le faire. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a reculé. Très bien, a-t-il fini par dire. Fais ce que tu veux. Ne viens pas nous appeler quand tout s'effondrera. Ça tient déjà debout sans vous, ai-je répondu. C'est tout le principe. Nous avons pris quelques photos rigides après cela, parce que les rituels sont difficiles à briser, même quand le sens s'en est allé. Les sourires paraissaient assez normaux pour des étrangers. Mais en dessous, une ligne avait été tracée. Je me suis éloigné de cette fontaine avec mon diplôme d'une main, et quelque chose de plus précieux de l'autre, la décision que mon avenir ne se construirait pas selon leurs termes. Après l'obtention de mon diplôme, la vie n'est pas devenue magiquement facile, mais elle est devenue mienne, d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. J'ai emménagé dans un minuscule appartement plus proche de Carter & West, j'ai signé mon contrat de travail, et j'ai échangé ma carte d'étudiante contre un badge d'accès au bâtiment marqué temps plein. Le travail s'est intensifié, les délais se sont accumulés, et les clients sont devenus plus exigeants. Mais avec chaque campagne que j'aidais à façonner, chaque présentation à laquelle je contribuais, la distance entre ce que ma famille pensait de moi, et ce que j'étais réellement, devenait plus grande et plus définitive. Des mois ont passé. J'avais peu de nouvelles de la maison. De temps en temps, un parent m'identifiait sur une photo d'un rassemblement auquel je n'étais pas allé, parce que je travaillais tard, ou simplement parce que je n'avais pas envie de passer mon seul week-end libre à être comparé à ma sœur. J'ai appris via les réseaux sociaux que le projet de boutique avançait. Ma sœur publiait des planches de tendance, des échantillons de tissus, et des teasers sur quelque chose de grand et qui arrivait bientôt. Mes parents commentaient sous chaque post, l'encourageant publiquement comme ils ne l'avaient jamais fait pour moi. Cela piquait pendant environ 3 secondes à chaque fois. Puis je me souvenais du bus, de la reine, et de l'offre de Carter & West. Je me souvenais que je n'attendais plus qu'ils me voient. La véritable collision a eu lieu environ 8 mois après l'obtention de mon diplôme. J'étais en train de finaliser une proposition, quand la réception a appelé mon poste. Mallory, a dit la réceptionniste avec précaution, il y a 3 personnes ici qui demandent à vous voir. Ils disent qu'ils sont votre famille. Ma main s'est crispée sur ma souris. Je ne les avais pas invités, je ne leur avais pas donné cette adresse. Faites-les monter, ai-je fini par dire. Je les rejoindrai à l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes,
c'était comme voir des fantômes entrer dans un monde qu'il ne comprenait pas. Mon père a regardé autour de lui avec une curiosité mal dissimulée, observant l'espace ouvert, les salles de conférences vitrées, et les affiches de campagnes encadrées au mur. Ma mère serrait son sac un peu trop fort. Les yeux de ma sœur ont tout survolé avant de se poser, comme prévu, sur le décor élégant. Des accessoires pour de futurs posts Instagram, si elle s'y prenait bien. Alors, c'est ici que tu te caches, a commenté mon père. Me cacher? Comme si j'étais parti dans un endroit secret, au lieu de me présenter quotidiennement à un emploi que j'avais mérité. Je travaille ici, ai-je simplement dit. Ce n'est pas se cacher. Je les ai conduits vers une petite salle de conférence et j'ai fermé la porte. Qu'est-ce qui vous amène, ai-je demandé, sachant déjà que ce n'était pas une visite spontanée et affectueuse. Mon père n'a pas perdu de temps. Il a sorti un dossier de son sac et a étalé des pages imprimées sur la table, des projections, des logos, des planches de tendance, et une ébauche de mise en page de site web. La boutique est prête à passer à la vitesse supérieure, a-t-il déclaré. Nous avons fait le travail de base, mais nous avons besoin d'un dernier coup de pouce. Une vraie marque, une campagne de lancement. Tu as les compétences maintenant, et tu es à l'endroit idéal. Cette agence peut gérer le lancement, et tu peux tout superviser. Ce sera bon pour eux, bon pour nous, et bon pour toi. Le sentiment de supériorité était presque vertigineux. Ils ne demandaient pas, ils m'informaient du rôle qu'ils m'avaient assigné dans leur histoire. Ma mère a ajouté quelques mots doux sur la famille qui se réunit, sur la fierté qu'ils ressentaient à leur manière, et sur la chance de guérir les vieilles tensions. Ma sœur n'a presque rien dit, mais son expression en disait long, elle s'attendait à ce que je dise oui. Dans leur esprit, c'était l'ordre naturel des choses. Ils décident, j'exécute. J'ai baissé les yeux vers le dossier, puis je les ai relevés vers eux. Vous voulez que mon agence vous prenne comme client, ai-je dit. Vous voulez mon temps, mon expertise, et ma réputation ici, pour être lié à un projet que vous avez déjà planifié sans moi. Et vous êtes venu ici en supposant que je serais reconnaissante de cette opportunité. Mon père s'est irrité. Nous te donnons une chance de faire tes preuves avec des gens que tu connais, a-t-il dit. Tu devrais nous remercier. J'ai pensé à mes véritables clients, ceux qui payaient des acomptes, écoutaient les délais, et respectaient les limites. Puis j'ai repensé à ce moment à La Fontaine, des mois plus tôt, debout dans ma toge de diplômé, alors qu'il s'éloignait dans une voiture flambant neuve, qui symbolisait exactement comment il nous estimait différemment. Le contraste était presque risible. Non, ai-je dit. Le mot était court, mais solide. Non. A répété mon père, comme s'il s'agissait d'une erreur de prononciation, et non d'une phrase complète. Tu refuses d'aider ta propre famille. Je refuse de vous laisser transformer mon travail en une faveur, que vous ne prévoyez jamais de respecter, ai-je répondu. Si vous voulez solliciter cette agence, vous pouvez passer par le même processus que n'importe quel autre client. Vous pouvez rencontrer les associés, accepter les tarifs, signer un contrat, et accepter des retours professionnels, sans impliquer mon nom. J'ai soutenu son regard. Mais je ne serai pas votre garantie intégrée, et je ne m'occuperai pas personnellement de ce compte. Ma mère a semblé sincèrement choquée. Mallery, c'est extrême, a-t-elle dit. Tu laisses la fierté entraver la guérison. Non, ai-je dit encore une fois, plus doucement cette fois. Je laisse la réalité entraver les faux-semblants. Vous n'êtes pas venu ici pour guérir quoi que ce soit. Vous êtes venu parce que vous avez enfin réalisé que j'ai accès à quelque chose que vous voulez. Ma sœur a levé les yeux au ciel. Tu es tellement dramatique, a-t-elle dit. On a juste demandé de l'aide. Tu agis comme si on n'avait jamais rien fait pour toi. J'ai repensé à ce matin-là, les 2 sièges vides à l'arrière de la Mercedes, et l'horaire de bus dans ma main. L'annonce de mon prix qu'ils avaient entendu pour la première fois avec tout le monde, parce qu'ils ne s'étaient pas assez souciés de moi pour me poser la question. Vous avez fait ce que vous avez choisi de faire, ai-je dit. Vous avez versé vos ressources sur un enfant et dit à l'autre qu'elle se débrouillerait. C'est ce que j'ai fait. Maintenant vous êtes ici parce que vous voulez ce que j'ai construit à partir de ce délaissement. Ce n'est pas la famille. C'est de l'opportunisme. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de mon père s'est crispée. Si tu tournes le dos à ça, a-t-il dit lentement, ne t'attends pas à ce qu'on soit là quand tu reviendras à la raison. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Le même sentiment que j'avais eu en m'éloignant de La Fontaine le jour de la remise des diplômes. J'ai arrêté d'attendre cela il y a bien longtemps, ai-je dit. J'ai rassemblé les papiers sur la table, je les ai empilés proprement, et je les ai reglissés dans le dossier. Emportez cela avec vous, ai-je ajouté. Vous en aurez besoin quand vous rencontrerez un véritable consultant ailleurs. Je me suis levé, j'ai marché vers la porte, et je l'ai ouverte. La conversation était terminée.
Ils sont sortis, rigides et offensés, plus choqués par la perte de contrôle que par tout ce que j'avais réellement dit. Je les ai regardés se diriger vers l'ascenseur, 3 silhouettes d'une vie, dans laquelle je n'étais plus prête à me herpetisser pour rentrer. Quand les portes se sont fermées, j'ai expiré lentement. Pas de tremblement, pas de doute, juste du soulagement, et de la clarté. C'est ce jour-là que j'ai enfin compris quelque chose de simple et de dévastateur. Parfois, les gens qui vous ont élevé sont les derniers à remarquer qui vous êtes devenus. Ils sont trop occupés à chercher la version de vous qui a besoin d'eux, ou pire, la version de vous qui leur permet de continuer à se sentir supérieur. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai terminé la proposition pour un client qui estimait assez mon travail pour le payer, sans culpabilité ni manipulation. Le contraste m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce que signifiait la famille en pratique, pas seulement en parole. Alors, si vous regardez ceci et que vous reconnaissez des morceaux de votre propre histoire, le favoritisme, le délaissement discret, le moment où vous réalisez que vous n'étiez estimé que pour ce que vous pouviez fournir, écoutez-moi bien. S'éloigner de cette dynamique n'est pas une trahison. C'est de l'autopréservation. C'est le début d'une vie honnête. Mon père a un jour acheté une voiture de luxe à ma sœur, et m'a dit de prendre le bus. Pendant longtemps, j'ai cru que cela en disait long sur ma valeur. Maintenant, je vois les choses pour ce qu'elles étaient, une annonce fracassante sur ce qu'ils étaient, eux. Je ne peux pas les changer. Je ne peux pas réécrire les années où j'ai accepté moins parce que je ne savais pas faire mieux. Mais je peux choisir chaque jour de construire une vie, où ma valeur n'est pas mesurée par le degré d'exploitation que je tolère. Et si cette histoire vous parvient un jour où vous êtes debout à votre propre arrêt de bus métaphorique, en vous demandant si vous demandez trop, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, parfois. La chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de supplier pour un siège dans une voiture, qui n'a jamais été destinée à vous transporter, et de commencer à marcher vers un avenir, que vous avez construit de vos propres mains. Notre équipe chez Revenge Nickel se consacre à la création de scénarios profonds et riches en émotions, qui reflètent les conflits familiaux réels et les luttes personnelles. Toutes les histoires sur cette chaîne sont entièrement fictives et sont conçues dans le seul but de délivrer des leçons précieuses et des messages éducatifs positifs à nos spectateurs. Ce script souligne l'importance de l'estime de soi, des limites saines et du courage de s'éloigner des relations toxiques, même lorsqu'elles proviennent de la famille. Il encourage les spectateurs à remettre en question les traitements injustes, à reconnaître la manipulation émotionnelle, et à choisir un avenir fondé sur le respect et l'indépendance. À travers cette histoire, on rappelle au public que le véritable amour se manifeste par un soutien constant, et non par le contrôle ou l'exploitation.